Le Mali compte plus de 300 000 déplacés internes selon l'ONU, des chiffres qui croissent compte tenu de l'insécurité et de la pandémie du coronavirus. La mission de maintien de la paix des Nations Unies se renforce au Mali avec un contingent de 298 soldats venus du Cambodge. Et samedi dernier, c'était l'épilogue de la 4e édition de Dolo-Koura. Plus de détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce journal Joliba Evening News. La mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali se renforce. Le Cambodge vient d'envoyer un contingent de 298 soldats dans notre pays pour rejoindre cette force conjointe onusienne, Aïssata Traoré. Ce 8e groupe de soldats de la paix viendra ainsi en remplacement au 7e groupe dont la mission d'1 an arrive à terme. Lors d'une cérémonie de déploiement à l'aéroport international de Phnom Penh, le directeur général du Centre des forces de maintien de la paix, le général Sem Sovani, a déclaré que les soldats de la paix seront divisés en 2 groupes. L'un sera chargé de la neutralisation des engins explosifs et autres munitions et le second groupe des réparations et de la maintenance de l'aéroport. Le déploiement de ce groupe de soldats sur le sol malien s'inscrit dans le cadre de la coopération d'aide à la sécurisation du pays qui fait face à une insécurité grandissante. Leurs actions se concentreront sur les activités de déminage et d'ingénierie. Rappelons que la participation du Cambodge aux opérations onusiennes a débuté en 2006. Depuis cette date, la nation d'Asie du Sud a envoyé au total plus de 7 800 soldats, dont près de 500 femmes, pour rejoindre les missions de maintien de la paix des Nations Unies dans plusieurs régions du monde, dont le Soudan du Sud, le Tchad, la République centrafricaine, la Syrie, le Liban et le Mali. Le premier contingent de casques bleus que le Cambodge a dépêché au Mali comptait plus de 300 soldats. Toujours selon l'ONU, selon le représentant spécial adjoint des Nations Unies, il y a au Mali près de 378 000 déplacés internes à ce jour, des chiffres qui croissent dans un contexte marqué par l'insécurité et la pandémie à coronavirus, mais surtout le terrorisme qui gagne du terrain de jour en jour. Abdoulaye Koniba Konaté et Aminata Chektal. Le nombre de personnes déplacées au Mali était de 287 496 en juillet 2020. On comptait 128 villages attaqués et plus de 89 mouvements de population recensés. Aujourd'hui, il y a plus de 378 000 personnes déplacées internes au Mali, dont 63% sont des enfants de 0 à 17 ans, selon le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, Alain Oudéou. De 443 en 2020, on est passé à près de 1000 civils tués en 2021. En effet, ces chiffres inquiétants sont causés par les conflits intercommunautaires, le banditisme, l'activisme des groupes armés non étatiques, la criminalité, pour ne citer que ceux-ci. La prolifération des groupes armés, des armes légères et de petit calibre, la nouvelle tendance de destruction des moyens de subsistance rendent la situation encore plus complexe pour conduire des activités de médiation, réconcilier les différentes communautés, renforcer la cohésion sociale et favoriser le retour du personnel des services sociaux de base, selon le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires. Les infrastructures publiques comme les écoles, les ponts font de plus en plus fréquemment l'objet d'attaques de sabotage, notamment par l'utilisation de substances explosives. Par ailleurs, dans un rapport publié par le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires OCHA, la crise de protection au Mali se déroule dans un contexte marqué par des urgences humanitaires qui nécessitent la mobilisation de tous les acteurs et décideurs pour assurer la sécurité et la dignité des civils. Outre l'insécurité grandissante qui fait accroître le nombre de déplacés internes, l'accès à l'eau et à des conditions d'hygiène et d'assainissement adéquates, à l'éducation, aux services judiciaires sont des aspects à ne pas négliger. Signature d'accords. Le Mali et la Banque mondiale ont signé 4 accords de financement de projets de plus de 130 milliards de francs CFA. Ces projets concernent 4 secteurs importants de la vie socio-économique des populations maliennes, à savoir l'énergie, le transport, la santé et le développement. Adama Sanogo.
Financés à hauteur d'un montant de plus de 130 milliards de francs CFA, ces projets visent à financer 4 secteurs, à savoir l'énergie, le transport, la santé et le développement. Les signatures de ces accords constituent les 5e, 6e, 7e et 8e accords signés avec la Banque mondiale depuis le début de l'année 2021, totalisant ainsi un montant de plus de 310 milliards de francs CFA. Le premier accord signé est le financement du projet d'intervention d'urgence COVID-19 au Mali d'un montant de près de 30 milliards de francs CFA. Il permettra de soutenir les efforts du gouvernement de la République du Mali pour l'acquisition de vaccins contre la COVID-19. Le deuxième accord signé concerne le financement du projet communautaire de relance et de stabilisation au Sahel. Doté d'un montant de plus de 50 milliards de francs CFA, cet accord permettra de soutenir les communautés touchées par les conflits. D'un montant de plus de 30 milliards de francs CFA, le troisième accord de financement concerne le projet régional d'accès à l'électricité et de stockage d'énergie par batterie. Le projet appuiera la fourniture d'électricité dans la sous-station située à Sirakoro dans la ville de Bamako. Le quatrième et dernier accord est relatif au financement additionnel du projet d'amélioration et de l'accessibilité rurale d'un montant d'environ de 17 milliards de francs CFA. Ce financement contribuera à soutenir le désenclavement des zones rurales isolées et mal desservies des régions, notamment de Sikasso et de Koulikoro. Autre chose, notamment les propos tenus par le président français Emmanuel Macron qui continuent de susciter de vives réactions au sein de la classe politique malienne, notamment le M5 RFP. Après Jamil Bitar, c'est Abdulkader Maïga, membre du M5 RFP, qui a répondu à son tour au président français ce lundi. El Hadj Malick Gueye. La France ne mérite pas un tel président. Les mots sont forts et même très forts. Dans une déclaration remplie d'interrogations adressée à Emmanuel Macron, Abdulkader Maïga, membre du M5 RFP, a tenu lui aussi à réagir suite aux propos du président français qui a qualifié la semaine dernière le gouvernement de la transition du Mali de l'enfant de 2 coups d'État. Comment diplomatiquement vous pouvez expliquer ce genre d'écart de langage et de comportement d'un président de la France? De quel droit pouvez-vous vous adresser à un représentant légitime du peuple malien de la sorte? Un discours sous forme de diatribe énumérant les failles de la coopération franco-malienne, notamment sur le plan sécuritaire. Malgré notre accord de défense à votre faveur, bien sûr, vous avez été incapable de nous apporter la moindre sécurité alors que vous nous empêchez d'avoir accès à notre propre espace aérien. Par finir, vous avez endoctriné la MINUSMA qui est en déviance. D'où la nécessité pour le Mali de trouver des partenaires crédibles, déterminés et loyaux. Dans ses propos, le président français a reproché aux autorités de la transition l'arrestation de certains opposants politiques, une immixtion dans les affaires du Mali que les M5 RFP ne digèrent pas. Ce qui est inadmissible, c'est de vous voir vous immiscer dans les affaires intérieures du Mali. Et ce qui est encore inadmissible, c'est de vous entendre défendre des politiciens à la disposition de la justice pour des faits qui leur sont reprochés. Alors, où est votre sens de la séparation des pouvoirs? Enfin, l'homme a tenu à rappeler la détermination du peuple malien à faire face à la pression de la France avant d'enchanter le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Vous avez affaire à des patriotes et non à des apatrides au Mali. Vous avez affaire à des Maliens et non à des Français. Le parcours du Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, fait de lui aujourd'hui un des rares hommes politiques maliens parmi les plus cohérents. Les propos du président français Emmanuel Macron ont suscité beaucoup de réactions au sein de la classe politique malienne. Cette sortie d'Abdulkader Maïga, membre du M5 RFP, vient s'ajouter à celle de Jamil Bitar, porte-parole du même mouvement, qui a lui aussi qualifié le samedi dernier les propos de Macron d'inacceptables. Célébration ce lundi 4 octobre de la Journée mondiale des aveugles et malvoyants. C'est l'occasion pour nous de remettre à l'honneur un confrère. L'homme s'appelle Nazi Dambélé. Il est non-voyant et assure la rubrique Revue de la presse à la radio Maliba FM.
El Hadj Malik Guité nous propose en rediffusion son portrait suivant. Il s'appelle Nazi Dambélé, il est handicapé visuel. Depuis quelques années, il travaille à la radio Maliba FM. Sortant de l'Institut des jeunes aveugles du Mali, IJA, Nazi n'a pas pu aller au bout de ses études suite à l'expiration de sa scolarité au lycée. Mais qu'à cela ne tienne, l'homme n'a jamais désarmé. Il pratique avec bonheur le boulot de ses rêves. J'ai été à l'IJA dans les années 1995. J'ai fait mes premiers cycles là-bas et puis second cycle. Et Amourou Ampatiba, qui est à Bolibana. Voilà, j'ai fait là-bas quelques années, de 2009 jusqu'à 2014. Depuis 2015 jusqu'à nos jours, je suis là quand même à la radio Maliba FM. Chaque matin, Nazi prépare ses émissions avec ses collègues qui l'assistent en lui dictant des textes qu'il écrit via un braille. Avec décidé les anomalies de gestion portant sur plusieurs milliards de francs. Après un stage, il anime depuis quelques années 2 émissions. Et il s'agit de revue de la presse. Ça, c'est tous les jours du lundi au vendredi, 11h midi. Et puis Kibarou, qui est le journal en langue nationale Bambara. Voilà, ça c'est à 19h, 19h30. Célibataire sans enfant et âgé d'une vingtaine d'années, l'homme est apprécié par ses collègues. Je peux dire que Nazi, c'est un jeune journaliste qui est très courageux. Malgré son handicap, et il a le courage. Il a le courage vraiment de travailler. Il aime vraiment ce métier. C'est pourquoi il se donne beaucoup pour vraiment l'amélioration de cette radio. Même s'il voulait être footballeur au départ, ce passionné de la radio avoue qu'il n'est pas venu dans ce métier par hasard. Dans mon enfance, j'ai décidé d'être footballeur ou bien un homme de médias. Enfin, il encourage les autres handicapés à se battre dans la vie. Dans ces derniers temps-là, tout le monde se cherche. La vie même est très chaude. Dans ce cas, on ne peut pas être toujours dépendant de quelqu'un. Des exemples comme celui de Nazi, il en existe peu dans ce pays. Et l'histoire qui démontre une fois de plus que tout est possible quand on y croit. Et que le fait d'être en situation de handicap ne peut empêcher une personne de travailler et de vivre dignement. La coordination nationale des associations et clubs de soutien Benkan a animé une conférence de presse le week-end dernier sur la thématique « La jeunesse malienne face à son avenir », une initiative qui vise à sensibiliser les jeunes sur les enjeux de leur époque. Arona Salia connaît pour le reportage. La jeunesse est le fer de lance de toute nation, nous dit un dicton. C'est dans cette logique que la coordination des associations et clubs de soutien Benkan veut s'appuyer sur cette couche de notre société pour changer positivement les choses. Nous, on a organisé cette conférence au fait pour pouvoir prévenir et être actif sur le terrain afin que la jeunesse ne soit pas un proie facile dans le domaine du terrorisme en fait. Si nous essayons de voir le Mali aujourd'hui, qui rêve de Mali émergent, rêve de faire avancer la sécurité dans toutes ses dimensions, surtout l'étendue du territoire malien afin de bannir maintenant au terrorisme. Cette initiative est soutenue par le mouvement Benkan. C'est très important pour nous de venir écouter, d'échanger avec nos parents de la commune 4, d'échanger avec les militants Benkan de la commune 4, d'échanger avec les communautés de la commune 4 pour qu'ensemble que nous voyons quelle perspective pour la jeunesse malienne. Sachant que Benkan, c'est un esprit, Benkan est une philosophie, mais Benkan est bâti sur 2 piliers essentiels. C'est comment faire la promotion du leadership féminin et comment faire la promotion du leadership jeune. Donc partout où on parle jeunesse, nous sommes là pour accompagner des initiatives comme ça. Le mouvement lance un appel à la jeunesse pour qu'elle puisse avoir des repères. Notre jeunesse aujourd'hui est en déperdition. Comme le directeur de cabinet a dit, nous sommes en présence d'une jeunesse qui ne sait pas où elle va. Donc ce qu'on leur conseille, c'est vraiment de s'imprégner de la culture civique et civile pour pouvoir être les meilleurs hommes de demain. Le mouvement Benkan est une organisation politique qui souhaite apporter sa pierre à l'édification du Mali.
Une autre association, cette fois-ci l'association des militants et sympathisants de Soumeylou Boubèye Maïga, a organisé un point de presse le samedi passé au siège de leur parti pour soutenir leur président. Les détails avec Moussa Tembini. Ce point de presse, organisé par l'association des militants et sympathisants de Soumeylou Boubèye Maïga, s'articule autour de 3 questions et a pour objectif d'apporter leur soutien au président du parti. La rencontre d'aujourd'hui a pour objet de manifester notre solidarité et notre soutien au camarade Soumeylou Boubèye Maïga, président du parti Asma CFP. Mon intervention se fera en 3 points. Le premier point portera sur la situation actuelle du président Soumeylou Boubèye Maïga. Le deuxième point concernera un appel aux autorités de la transition. Le troisième point sera dédié aux remerciements et conclusions. Nous pouvons dire aujourd'hui que Soumeylou Boubèye Maïga est le premier prisonnier de la Cour suprême dans l'histoire de la justice malienne. Le président Soumeylou Boubèye Maïga est détenu dans des conditions inacceptables selon le secrétaire général du parti. Boubèye est détenu dans la maison centrale d'arrêt de Bamako, qui fait aujourd'hui 3000 détenus avec plus de 200 djihadistes. Des dortoirs conçus pour 30 à 40, ils dorment à 80-70. En cette période de pandémie du Covid, ces conditions sont inacceptables et constituent un grand risque pour sa santé et sa sécurité. Mais l'objectif recherché est d'humilier l'homme, de le briser, de casser son moral. Des manifestations sont prévues dans les prochains jours afin d'obtenir la libération de Soumeylou Boubèye Maïga au dire du président de la jeunesse du parti. Il a profité de l'occasion pour lancer un message à tous les militants du parti à rester mobilisés jusqu'à la victoire finale. Et maintenant, chapitre image du jour consacré au pôle Nord. Le pôle Nord géographique terrestre ou simplement pôle Nord est le point le plus septentrional de la planète Terre. Il est défini comme le point d'intersection de l'axe de rotation de la Terre avec la surface terrestre de l'hémisphère nord, où tous les méridiens et les fuseaux horaires se rencontrent. Ce point géographique n'est pas fixe par rapport à l'axe de rotation de la Terre, car elle oscille faiblement suivant une période d'environ 14 mois. Néanmoins, on considère souvent que sa position est fixe par commodité. Le pôle Nord géographique ne doit pas être confondu avec le pôle Nord magnétique, le point central du champ magnétique terrestre vers lequel toutes les boussoles pointent. Ce concept appelé vrai Nord a été découvert, décrit et rapporté par le scientifique polymathe chinois Shen Kuo au XIe siècle. Le pôle Nord se situe au milieu de l'océan Arctique, au-dessus de la plaine abyssale polaire, nommée aussi bassin d'Amundsen ou encore bassin de Fram, et à proximité de la dorsale de Lomonosov. À la verticale du pôle, l'océan atteint une profondeur de 4261 mètres et est couvert en permanence par la banquise arctique, contrairement au pôle sud, situé sur la masse continentale antarctique. À présent, l'actualité hors de nos frontières avec Aminata Traoré. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été investi lundi pour un nouveau mandat de 5 ans, tandis que son gouvernement fait face à de nombreux défis, parmi lesquels l'enlisement de la guerre au Tigré a commencé il y a un mois. Monsieur Abiy, dont le parti de la prospérité PP a remporté une victoire écrasante en juin dernier, a été investi lundi matin par le président de la Cour suprême, Meaza Ashenafi. Des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été commis depuis 2016 en Libye, conclut une mission d'enquête d'experts de l'ONU après une enquête sur place et dans les pays voisins. Mohamed Ouajar, président de la mission d'enquête de l'ONU sur les droits humains en Libye, se prononce. Nos enquêtes ont établi que toutes les parties à ce conflit, y compris les États tiers, les combattants étrangers et les mercenaires, ont violé le droit international humanitaire, en particulier les principes de proportionnalité et de distinction, et que certains ont également commis des crimes de guerre. Les civils ont payé
en lourd tribut lors des hostilités de 2019 à 2020 à Tripoli, ainsi que lors d'autres confrontations armées dans le pays depuis 2016. La violence dans les prisons libyennes est commise à une telle échelle et avec un tel niveau d'organisation qu'elle peut aussi potentiellement constituer un crime contre l'humanité. Les enquêtes ont également montré que les migrants, les demandeurs d'asile et les réfugiés sont soumis à une litanie d'abus en mer dans les centres de détention et aux mains des trafiquants. Les violations à l'encontre des migrants sont commises à grande échelle par des acteurs étatiques et non étatiques avec un haut niveau d'organisation et avec l'encouragement de l'État. Tout cela fait penser à des crimes contre l'humanité. Le rapport doit être présenté au Conseil des droits de l'homme à Genève, la plus haute instance de l'ONU dans ce domaine, le 7 octobre. Vue aérienne du delta formée par la lave s'écoulant du volcan Cumbre Vieja dans l'océan, sur l'île de La Palma aux Canaries. Il y a encore quelques semaines, Rudiger vivait heureux avec sa femme et leur petit garçon à La Palma, jusqu'à ce que l'éruption d'un volcan sur cette île de l'archipel espagnol des Canaries transforme leur petit paradis en cauchemar. J'ai mis 10 minutes à retrouver mon amour qui était dans la voiture en pleurs et effrayé, raconte-t-il en parlant de son épouse qui s'était précipitée à leur domicile pour rassembler quelques affaires. Leur maison se trouvait à environ 300 mètres de l'endroit où la lave a jailli du volcan. Un membre du conseil municipal m'a dit il y a 2 semaines, « Il faut te faire une raison, tu ne pourras plus vivre là-bas », lâche-t-il. Malgré tout, il n'envisage pas du tout de quitter cette petite île où il est arrivé il y a 16 ans. C'est ma terre. Mon fils est né ici. J'ai rencontré mon amour ici, déclare-t-il. La meilleure partie de nos vies est ici, même si une partie est en dessous de la lave. Le nombre exact des maisons englouties par la lave et celui des gens qui y habitaient n'est pas connu. Mais on sait qu'au moins 870 bâtiments de tout type ont été complètement détruits et qu'environ 6000 personnes ont été évacuées. Parmi ceux qui franchissent la porte de ce complexe sportif, beaucoup éprouvent un sentiment de honte, de devoir demander de l'aide, déplore Victor Simon, un volontaire de 48 ans. Environ 200 militaires seront déployés dès lundi au Royaume-Uni pour assurer la livraison de carburant dans les stations-service, affectées par des pénuries en raison du manque de chauffeurs routiers et des achats de panique, a annoncé vendredi le gouvernement. Près de 200 militaires, dont 100 chauffeurs, seront déployés à partir de lundi pour fournir un soutien temporaire dans le cadre de l'action du gouvernement visant à atténuer la pression sur les stations-service et au manque de chauffeurs routiers, a indiqué un communiqué officiel. Ces militaires terminent actuellement leur formation à cette fin. Le gouvernement a également indiqué qu'il autoriserait immédiatement jusqu'à 300 chauffeurs de camions et citernes étrangers à travailler au Royaume-Uni jusqu'à fin mars 2022, dans le cadre de l'octroi de milliers de visas d'octroi de travaux temporaires destinés à soulager les chaînes d'approvisionnement. Selon l'exécutif, la demande en carburant s'est stabilisée durant la semaine, même si certaines parties du pays éprouvent encore des difficultés. Le gouvernement ne cesse de répéter que le Royaume-Uni ne manque pas de carburant, mais que les pénuries sont dues à la demande exceptionnelle provoquée par les achats de consommateurs inquiets de manquer, comme cela avait été le cas avec le papier de toilette ou certains produits alimentaires au début de la pandémie. Il a aussi temporairement exempté le secteur de la distribution de carburant des règles de la concurrence pour permettre aux zones les plus touchées d'être livrées en priorité. La 4e édition de la compétition de chant intitulée De l'Okura, organisée par l'agence Kaira Management Global, a connu son épilogue le samedi 2 octobre 2021. C'était au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. La grande finale a été remportée par la candidate Fatoumata Sissoko D5. Détecter, former et révéler. Voilà à quoi peut se résumer la mission de l'agence événementielle Kaira Global Management à travers sa compétition de chant de l'Okura ou la Nouvelle Étoile. Après 2 mois de rude compétition avec 12 candidats, la grande finale de la 4e édition de la dite compétition s'est tenue le samedi 2 octobre 2021 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Parmi les 3 finalistes, c'est la candidate de 5. Fatoumata Sissoko qui s'est hissée sur la plus haute marche du podium devant Fanta Dambélé de 4 et Kumba Makalou de 3 respectivement 2e et 3e au classement. Bon,
Je suis très contente. J'avais certes confiance en moi, mais je ne pensais pouvoir me retrouver parmi les 3 finalistes, à plus forte raison d'être la première parmi tant d'autres talents. Je ne peux que saluer les organisateurs pour tout ce qu'ils font pour les jeunes artistes en les relevant au grand public. Organisée chaque année depuis 2018, la compétition de l'Okura se veut une vitrine pour les jeunes talents de la scène musicale malienne. Au-delà de la compétition, les candidats retenus après un appel à candidature bénéficient de 2 mois de formation en musique. C'est une émission qui aide les jeunes talents à les mettre en lumière. Le processus, c'est le moment de casting. On lance au fait un appel aux jeunes de venir s'inscrire. Donc ils viennent s'inscrire. Après quelques mois, il y a le casting avec les professeurs. Donc ceux qui sont meilleurs sont choisis. Donc avec une formation dans la semaine. Donc la formation se passe avec des professeurs très connus et bien réputés pour leur talent. Des talents musicaux dont l'Okura en a révélé au public à l'image de la jeune rappeuse Faiza, lauréate de l'édition 2020, aujourd'hui devenue une étoile montante de la scène musicale. Faiza était parmi les artistes invités à la finale de cette édition. L'initiative elle est bonne parce qu'elle permet au développement du domaine musical en fait. Donc du coup, on a plein de jeunes talents ici au Mali qui ont besoin de lumière. Voilà. Donc cette initiative elle est bonne et ça va permettre à plein de jeunes talents de montrer leur talent, de sortir de l'obscurité. Précisons qu'en plus d'une enveloppe d'1 million de francs CFA, la lauréate bénéficie également d'une campagne de communication dans les médias. Sport, football. Cheikh Diallo, nouveau président du Stade malien de Bamako. Jusque-là, coordinateur général du club, l'ancien international a été élu dimanche dernier président du comité directeur. Il succède à Maître Boubacar Karamoko Koulibaly. Amadou Tolo revient sur l'événement. Venus en grand nombre pour l'occasion, les inconditionnels des Blancs de Bamako, le Stade malien, ont pris d'assaut le siège de l'équipe. Au début des travaux, Djonkouda Samabali, ancien président du club entre 1993 et 2000, a dit que le choix de Cheikh Diallo pour diriger en tant que coordinateur général a été bénéfique pour le club. Je cite, « Au moment où il prenait les rênes du club avait des difficultés, mais il a su donner un nouveau visage au stade malien, dira-t-il. Vint alors le moment tant attendu, à savoir l'élection du nouveau président. Sans surprise, les participants ont entériné le choix porté sur Cheikh Fantamadi Diallo par le comité des sages. Jusque-là, coordinateur général du club, Cheikh Diallo accède ainsi au poste de président du comité directeur du Stade malien de Bamako et succède à Boubacar Karamoko Koulibaly qui a dirigé les Blancs de Bamako entre 2017 et 2020. Pour rappel, Cheikh Diallo est le 7e président de l'histoire du Stade malien après Fousseini Diarra 1960 à 1983, Mamadou Makadji entre 1983 à 1993, Djonkouda Samabali dit Sam Fima entre 1993 à 2000, Mahamadou Samake dit Sam Djema de 2000 à 2010, Boukari Sidibé Colon de 2010 et Maître Boubacar Karamoko Koulibaly entre 2017 à 2020. Youssouf Traoré Dibani a été président intérimaire de juillet 2016 à avril 2017. Le nouveau président du Stade malien est en place, que le travail continue. Aimables téléspectateurs, c'est tout pour ce Djoliba Evening News. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Excellente suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.